Bon, j'avais dit que c'était la fin, mais il y a tout le temps une conclusion dans un livre. Donc, il y a un truc, il y a la biographie de Jacques Roumain et un glossaire. Donc, je vais vous lire ça. Et un petit truc à la fin. Donc, biographie de Jacques Roumain, établie par Léon-François Hoffmann. Jacques Roumain réunissait en lui presque toutes les faveurs de la nature, un physique avantageux, un port élégant, un beau visage allongé au teint café au lait, un front ample et un tempérament nerveux abritant un talent bien équilibré et un esprit aux dons variés. Apte aux sciences autant qu'aux lettres. René Piquion, Manuel de négritude, 1925, page 198. 1907, 4 juin. Naissance au Port-au-Prince de Jacques Roumain, premier des 11 enfants d'Auguste Roumain, grand propriétaire terrien, et d'Émile Auguste, dont le père Tancred Auguste avait occupé la présidence de la République en 1912 et 1913. Il appartenait donc à la meilleure aristocratie haïtienne. Je suis fier, en tant qu'individu et que citoyen d'Haïti, de ce qu'un de mes ancêtres, le général André Rigaud, combattait à Savannah en 1799. Sikh pour 1799. Pour l'indépendance de l'Amérique du Nord. Il fut l'un des 100 hommes de couleur libre et s'embarquèrent en Haïti sous les ordres du comte d'Estaing. 1915. Débarquement des marines états-uniens. Haïti est mis sous tutelle et le restera jusqu'en 1934. 1921 ou 1922. Je n'est même pas sûr. Jacques Roumain avait commencé ses études chez les frères au prestigieux collège Saint-Louis de Gonzague. Il fut un enfant terrible à Saint-Louis de Gonzague, volontaire, aimant, discuter avec le professeur, batailleur, brave jusqu'à la témérité. Pourquoi il est terrible s'il a l'air très bien? Quittant la maison familiale du Bois-Vernant, quartier aristocratique de la capitale, Jacques Roumain est envoyé en pension en Suisse, le pays le plus vulgaire qui soit et le plus artificiel, le pays d'agence Cook pour touristes confortables. À l'Institut Gruneau à Berne, puis à l'École polytechnique de Zurich, où il devient champion universitaire de boxe dans sa catégorie et jouit à couvrir les 100 mètres en 11 secondes, Jacques Roumain poursuiva ses études. La seule chose que je fasse avec passion, c'est la lecture de Schopenhauer, Nietzsche, Darwin et les vers de Heine et de Lenot. 1926. Roumain quitte la Suisse pour l'Espagne afin d'entreprendre des études d'agronomie, mais en fait de zootechnie, je m'intéressais surtout aux courses et aux taureaux. Il abandonne les études, s'enthousiasme pour les bestiaires d'Henri de Monterland et suit des cours de tauromachie. Son poème en prose Corrida, daté Madrid, mai 1926, sera publié dans la Revue indigène en septembre 1927. Ce sont ses frères Pierre, Jean et Raymond qui deviendront agronomes et verront sur les terres de la famille. 1927, le retour de Jacques Roumain en Haïti, il a 20 ans. Il se reconnaissait enfin, écoutant fondre la glace amassée en Europe, disparaître de son cœur ce qu'il nommait avec amertume le grand silence blanc. Et maintenant, il était parmi ses frères et son peuple. 1er juillet, premier numéro de la Trouée, premier numéro de la Revue indigène le même mois. Entre le 27 juillet 1927 et le 14 septembre 1929, 22 poèmes de Jacques Roumain paraîtront dans ses périodiques ou dans la presse. Ce qui caractérise les poèmes de jeunesse, c'est que pour la forme, un certain modernisme et une maîtrise déjà remarquable du vers libre, et pour le fond, l'individualisme et le pessimisme. Décembre, fondation du Petit Impartial qui va attaquer le gouvernement du président Louis Borneau accusé de collaborer avec l'occupant. Y eut-il jamais dans ce pays, excepté la belle époque de l'épopée révolutionnaire, un plus grand épanouissement de crânerie tel qu'en montre un Jolibois fils, un Élie Guérin, un Jacques Roumain, un Georges J. Petit, 1928, 22 février. Jacques Roumain est nommé gérant responsable du Petit Impartial, dont Georges J. Petit est le directeur. Monsieur Roumain est un jeune dont la flamme patriotique brûle d'un feu ardent. Nous lui souhaitons du succès et lui recommandant du calme et de la pondération. Comme Jacques Roumain était encore mineur, c'est sûr que ses parents qui retombent la responsabilité légale. À partir du numéro du 7 mars, il devient donc rédacteur en chef et ce n'est qu'à sa majorité qu'il reprend le titre de gérant responsable avec le numéro du 13 juin. Avril, fondation de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne sous la présidence de Jacques Roumain. 26 mai, le Nouvelliste annonce les fiançailles de Mademoiselle Marie-Henriette Roy avec M. Jacques Roumain. 13 décembre, arrestation de Jacques Roumain, Georges Petit et Éric Guérin pour délit de presse. Hier, à la tombée de la nuit, nos confrères Élie Guérin, G. Petit et Jacques Roumain ont été arrêtés et déposés en prison. Pourquoi? Ça reste pour leur campagne anticléricale, leur campagne antigouvernementale. Dans l'un et l'autre, c'est une maladresse et une grande faute que leur arrestation. 1929, 22 janvier, le Petit Impartial publie un article injurieux pour Louis Roy,
dont la fille Marie-Henriette était fiancée à Jacques Roumain. Réélu président du très sélect cercle port-au-princien, Louis Roy se voit traîné de traître et de triste valet de Louis Borneau. Le détenu Jacques Roumain ayant refusé de désavouer l'article de son journal, les fiançailles sont rompues. 1er avril, l'ouverture du procès de Jacques Roumain et de ses camarades pour délit de presse et outrage à l'adresse de M. Borneau. La conduite du juge Léon Laens ayant exaspéré l'assistance. Le tumulte fut si formidable qu'on dut tout simplement renvoyer le jugement à une date ultérieure. 21 avril, à la suspension de l'audience, Jacques Roumain, ayant semble-t-il cru qu'un membre des forces de l'ordre bousculait sa sœur qu'il voulait s'approcher de lui, se précipita à sa défense. Il reçut un coup à la tête et fut emporté tout ensanglanté. Quand l'audience fit couler le sang de ce jeune homme, des cris partirent de tous bords et se récupérèrent dans la rue où les femmes des quartiers avoisinants se précipitèrent en protestant, en criant. Ce fut une scène indescriptible de douleur, de tristesse et d'indignation. Rapporté par toute la presse, l'incident fut un bruit considérable. 29 avril, Jacques Roumain et Georges Petit sont condamnés à 1 an de prison et une amende de 5000 gourdes chacun. 19 juin, la condamnation est ramenée en appel à 6 mois de prison et 2500 gourdes en tout d'amende. Les condamnés ayant déjà purgé leur peine en préventive auraient dû être libérés. Ils sont néanmoins retenus en prison, sont sous inculpation d'un autre délit de presse. Jacques Roumain, ayant protesté contre cette mesure, passe 2 jours au cachot disciplinaire au pain et à l'eau. 1er août, Jacques Roumain et Jacques Petit sont renvoyés hors de cause par le tribunal correctionnel et libérés le lendemain. 17 août. 15 jours après sa mise en liberté, Jacques Roumain fait paraître la première de 45 chroniques intitulées Mon carnet, publiées d'abord dans la presse puis dans le Nouvelliste. La publication est définitivement interrompue par son arrestation le 19 octobre. 19 octobre. Jacques Roumain, Victor Cauvin et Antoine Pierre-Paul sont arrêtés pour avoir enfreint la loi sur les associations de 20 personnes ou plus et pour avoir lancé un appel séditeux. Les associations de jeunes à tendance politique foisonnent après le déclenchement de la grève des étudiants de l'école d'agronomie de Damiens le 4 novembre. Union nationale des jeunes, Ligue de la jeunesse patriote haïtienne, Collaboration patriotique des jeunes, etc. se fédèrent et choisissent Jacques Roumain comme président d'honneur et Justin Deschamps comme président. 17 décembre, suite de l'amnistie de tous les prisonniers politiques, Jacques Roumain est libéré. 29 décembre, le Nouvelliste annonce le mariage de Jacques Roumain avec Nicole Hibert, descendant d'une vénérable famille israélite de Miragoâne et fille du romancier Fernand Hibert. La cérémonie se déroula à Pétionville dans les salons de M. et Mme André Vieux, beaux-frères et sœurs de la mariée. 1930, 28 février, une commission d'enquête envoyée par le président américain Herbert Hoover débarque à Port-au-Prince. Dès le 20 février, les associations politiques et patriotiques s'étaient constituées en comité fédératif des gouvernements patriotiques d'Haïti, convenant que dans chaque chef-lieu d'arrondissement serait choisi un délégué d'arrondissement qui se joindrait aux autres délégués. Le président devait être élu par l'Assemblée des délégués et par le Conseil d'État. 20 mars, les 34 délégués se réunirent et formèrent un bureau présidé par le poète Edzer Villers, assisté du docteur Jean Prince-Mars et de Jacques Roumain, respectivement premier et deuxième secrétaire. 1er juin, après la chute du président Borneau, Jacques Roumain est nommé chef de division du ministère de l'Intérieur par le président par intérim Eugène Roy. Le pouvoir en faisait de Roumain un fonctionnaire, veut se donner bonne figure. Roumain, qui ne se trompe pas sur ses intentions, démissionne après quelques mois. Fin août. Parution de La Proie et l'ombre. La Proie et l'ombre est une peinture de la misère intime de notre jeunesse meurtrie et retenue dans son évasion par une imbécilité bourgeoise alliée à des préjugés stupides. Roumain nous exhibe les bassesses de notre milieu, sa laideur. Port-au-Prince, 1er octobre 1933. Témoins, accusateurs, juges roumains sans pitié pour les fils de bourgeois et intellectuels de sa classe qui ne méritent pas le mépris d'eux-mêmes et des autres. 24 septembre. Jacques Roumain démissionne du ministère de l'Intérieur afin de pouvoir faire campagne pour la candidature de Sténio Vincent à la présidence. Son candidat est élu le 8 novembre. Naissance de son fils Daniel. 1931, février. Jacques Roumain est renommé à son ancien poste au ministère de l'Intérieur par le nouveau président Sténio Vincent. Parution du recueil de nouvelles La Proie et l'ombre. 21 décembre, le Nouvelliste annonce avoir reçu les fantoches. L'écrivain a campé avec le sourire désabusé du philosophe, tous ces hommes ballons, véritables fantoches, esprits mutinés qui s'acharnent à se concevoir autres qu'ils ne sont dans une société inexistante. La montagne ensorcelée. Paraît en même temps. Sa montagne ensorcelée n'est pas seulement un échantillon de son talent d'écrivain, c'est la vision certaine d'un psychologue qui s'est pénétré de par là
notre démarche habituelle, le ressort caché de nos actions secrètes. Rencontre avec le poète nord-américain Langston Hughes. En visite à Port-au-Prince, les deux hommes se lient d'amitié et se reverront à Paris puis à New York. Langston Hughes est le plus grand poète noir de l'Amérique et il n'est point, à mon sens, d'écrivain de sa race qui s'inégale comme romancier. 1932. Début de l'année, voyage à New York et à Washington en compagnie de Christian Beaulieu pour étudier la traction animale, pour prendre contact avec les communistes américains. 17 juillet, Jacques Roumain écrit du Dewey Square Hotel de New York à Alain Locke, professeur à Howard University, pour le remercier de son accueil à Washington. 24 décembre, retour à Haïti, Jacques Roumain, bien que toujours chef de division du ministère de l'Intérieur, est convoqué par le procureur de la République qui enquête sur de possibles activités submersives. Fin décembre, craignant d'être arrêté pour conspiration communiste, Jacques Roumain entre dans la clandestinité. 1933, 2 ou 3 janvier. Pour éviter des représailles à ses parents et à ses camarades, Jacques Roumain se présente à la police. Il est arrêté et écroué au pénitencier national. Je suis communiste. Aucune puissance au monde ne peut m'enlever ce droit. 9 février, Jacques Roumain et Max Houzicourt, également accusés de conspiration, font la grève de la faim pour protester contre les lenteurs de l'instruction. Ils sont libérés 2 jours plus tard. 1934, juin, la publication de l'analyse schématique, 1932-1934, à laquelle Christian Beaulieu et Étienne Charlier ont collaboré avec Jacques Roumain, marque la fondation du Parti communiste haïtien, PCH. Roumain, secrétaire général du parti, siège à son comité central. Le Parti communiste haïtien appliquant son mot d'ordre, la couleur n'est rien, la classe est tout, rappelle les masses à la lutte sous sa bannière. Début août, arrestation de Jacques Roumain. 15, 16 et 17 octobre, jugement de Jacques Roumain devant la cour militaire et prévotale. On l'accuse de comploter avec l'étranger, de recevoir des tracts et des armes, de préparer des attentats et il est condamné à 3 ans de prison le 23 octobre. De décembre 1934 à juin 1936, Jacques Roumain est en prison. Il y commence probablement son roman inachevé, Le chant du potier. 1935, à la nouvelle de la condamnation de Jacques Roumain et l'initiative de Langston Hughes, un communiste fort, un Committee for the Release of Jacques Roumain, Comité pour la libération de Jacques Roumain, est formé aux États-Unis. As a fellow writer of color, I call upon all writers and artists of whatever races who believe in the freedom of the words and of the man's spirit to immediately protest to the President of Haiti and to the nearest Haitian consulate the uncalled for an unmerited sentence to prison of Jacques Roumain, one of the few and by far the most talented of the literary men of Haiti. L'appel de Hughes a également été publié en France dans plusieurs périodiques de gauche, dont Commune. 1936. 8 juin. Jacques Roumain est libéré, mais reste étroitement surveillé par la police du président Sténio Vincent. Sa santé restera ébranlée des suites de sa détention. Il a contacté un paludisme dont il suffira désormais de crises récurrentes. Si j'ai pas compris ce que j'ai dit en anglais. En tant qu'écrivain de couleur, moi aussi, j'appelle tous les écrivains et artistes sans distinction de race qui détiennent à la liberté de l'homme et de la parole à protester immédiatement auprès du président d'Haïti et du consulat haïtien le plus proche contre la condamnation et l'emprisonnement injuste et immérité de Jacques Roumain, un des rares hommes de l'aide d'Haïti et de loin le plus talentueux. 15 août. Jacques Roumain quitte Haïti pour Bruxelles, où il rejoint son frère Michel et s'installe au 1 avenue de la Floride en compagnie de Nicole et de leur fils Daniel. Ma libération, j'ai été placé sous la plus stricte surveillance de la police. Cette vigilance signifie être réduit à l'impuissance. C'est ici que je me suis vu forcé de prendre, avec l'assentiment du CC, la décision de m'exiler momentanément d'Haïti. Il semble en fait que Roumain ait tout simplement fait l'objet d'une mesure d'expulsion. 19 novembre. Le Parti communiste haïtien est interdit. Entre décembre 1928 et juin 1936, Jacques Roumain aura fait 4 séjours sous les verrous pour un total d'environ 32 mois. Donc presque 3 ans. 1937, à 4 avril, naissance à Bruxelles de sa fille Karine. 16 et 17 juillet. Jacques Roumain, aux côtés de ses congénères, les poètes cubains Nicolas Guillen et américain Langston Hughes, assiste à Paris au congrès des écrivains pour la défense de la culture et y prend la parole. Une crise d'hépatite l'empêcha d'assister aux autres séances du congrès qui se déroulèrent à Madrid. Septembre, la famille quitte la Belgique pour s'installer à Paris. Le 20 janvier, Jacques Roumain, en rapide visite à Paris, avait écrit à Nicole « Je regrette Bruxelles, cette ville qui ne m'est rien et qui pourtant m'est devenue chère puisque nous y vivons, que nous essayons d'y être heureux. » 1938, 10 mars. Ouverture de la préfecture de police de Paris du dossier d'étranger de Jacques Roumain sous le numéro
943-912. Cependant, il ne subsiste dans mes services qu'une fiche de référence. Monsieur Roumain était muni d'une carte d'étranger valable jusqu'au 10 juin 1938. Il demeura alors 14 parc de Montsouris à Paris 14e. À Paris, Roumain collabore avec des revues de gauche, Regard Commune et Les Volontaires. Il s'inscrit à l'Institut d'ethnologie et devient l'un des assistants de Paul Rivet au Musée de l'Homme. Sentia me dijo en 1944 la necesidad de una preparación más amplia que lo habilitara a mejor comprender la sociedad haitiana. En Paris fue alumno del doctor Paul Rivet, de Marcel Mauss y del abate Breuil, sus viejos maestros, como decía años más tarde con cariño. Il me disait en 1944 avoir senti le besoin d'une préparation plus profonde qui le mette à même de même comprendre la société haïtienne. À Paris, il fut l'élève du docteur Paul Rivet, de Marcel Mauss et de l'abbé Breuil, ses vieux maîtres, comme il disait affectueusement des années plus tard. Mi-avril, à la demande du quai d'Orsay, sur plainte de la Légion de la République dominicaine, Jacques Roumain et Pierre Saint-Dizier, gérants de la revue Regard, sont arrêtés et inculpés d'outrage à un chef d'État étranger. Étant mis en cause l'article de Roumain, la tragédie haïtienne, paru dans le numéro du 1er novembre 1937 de la revue, c'est-à-dire 5 mois plus tôt, qui accuse de génocide le dictateur dominicain et de complicité le président Sténio Vincent. C'est la première fois qu'un journal français est poursuivi pour outrage à chef d'État étranger. L'audience a lieu le 5 décembre devant la 12e chambre correctionnelle. Les écrivains Romain Roland, Jean Cassou et Charles Vildrac et de nombreuses autres personnalités protestèrent contre les poursuites. 13 décembre. Après plusieurs ajournements, Jacques Roumain et Pierre-Jean Dizier sont jugés condamnés à 15 jours de prison avec sursis et 300 francs d'amende. Quant au chef d'État outragé, c'est un nommé Leonidas Itrullo, dictateur de Saint-Dominique, ce pays où en octobre 1930 on massacra des centaines de chômeurs venus de la République voisine. C'est tout. Raphaël Leonidas Trujillo, lui, obtiendra un franc symbolique de dommages-intérêts 1939. Devant les menaces de guerre, Roumain renvoie sa famille en Haïti. Après des difficultés pour trouver un passage, il finira le 27 mai par s'embarquer à Rouen sur un petit cargo bananier, le Maurienne, avec 2 autres passagers. Il débarque à la Guadeloupe le 8 juin et passe tout de suite en Martinique pour attendre que ses amis lui obtiennent un visa américain puisqu'il a été interdit de séjour par le gouvernement de Sténio Vincent. À Fort-de-France, il descend à l'hôtel Gallia, 3 rue La Liberté. Fort-de-France, c'est une ville où je souffre dans une atmosphère saturée de préjugés de couleur. 10 août. Jacques Roumain débarque à Miami et s'envole immédiatement pour New York. Il est accueilli par ses amis le professeur L. Bradley et sa femme Francine, à qui il dédiera Bois d'ébène, le plus célèbre de ses poèmes, qu'il héberge d'abord dans leur maison de campagne, puis chez eux au 774 McDougall Street, avant qu'il ne s'installe à Saint-Nicolas Avenue à Harlem. Il s'inscrit à Columbia University mais abandonne les études quelques mois après. Nicole lui rendra visite quelques brèves semaines à l'automne. Damn. 15 novembre. Une réception à l'honneur de Jacques Roumain organisée par au YMCA de Harlem. Il fréquente un syndicaliste comme Lucas Prémis, lui-même d'origine haïtienne, le journaliste Ernest Tiche et retrouve son ami le poète noir américain Langston Hughes. Sa vie matérielle est cependant difficile. Il donne des leçons de français mal rétribuées. Nicole ayant ouvert une boutique de mode à Port-au-Prince, il lui envoie régulièrement de la marchandise. Néanmoins, je préfère cette dure existence au partage d'un ignoble bonheur fait de la souffrance des autres. 1940, 13 novembre. Jacques Roumain participe à un symposium sur le thème The Frustrated Harlem Renaissance au Newspaper Guild Club de New York. Son intervention sera publiée sous le titre de Is Poetry Dead dans New Maces en janvier 1941. À la fin décembre 1940, soi-disant sur les conseils de son médecin, Jacques Roumain quitte les États-Unis pour la Havane. Je croyais que je n'aimais pas beaucoup cette ville, New York, mais je me trompais. Il y a les rues, des endroits que je n'oublierai pas. À la Havane, Jacques Roumain est reçu par son ami Nicolas Guillain. Les amis de Cuba ainsi que bon nombre d'écrivains et d'artistes m'ont fait un accueil des plus cordial. 1941 mai. Élie Lescaut, ayant été élu à la présidence, Jacques Roumain va pouvoir retourner à Haïti. Il débarque à Port-au-Prince après presque 6 ans d'exil. Le 8 mai, son lendemain de la prise de pouvoir du nouveau président, quand je retournerai en Haïti, je serai entouré de visages étrangers. Une génération naît et une autre a grandi depuis mon dernier emprisonnement et ce jour d'exil. Peut-être l'autorisation de revenir au pays ne lui avait-elle été accordée qu'à la condition de s'abstenir d'activités politiques.
En tout cas, c'est aux travaux scientifiques qu'il va consacrer son temps à Port-au-Prince. 17 juillet. Première rencontre avec l'anthropologue Alfred Métro. Dans ma vie d'homme de science, je n'ai connu que très peu de collègues capables d'apporter à leur recherche une passion aussi jeune et aussi forte. La nouvelle liste du 23 juillet 1941 annonce une conférence de Jacques Roumain à l'Institut haïtiano-américain sur le culte de la sautoir, avec la collaboration de Madame Fussman-Maton. 26 juillet, 6 août 1941. Voyage à l'île de la Tortue avec Alfred et Rhoda Métro. Il procède également à des fouilles dans la région de Fort-Liberté pour trouver des vestiges des Indiens siboniens. Le 31 octobre, décret-loi fondant le Bureau d'ethnologie de la République d'Haïti sous la direction de Jacques Roumain, qui va également enseigner l'archéologie précolombienne et l'anthropologie préhistorique à l'Institut d'ethnologie fondé par le docteur Jean Prismars. Quand je reviens à Haïti en 1944, le Bureau d'ethnologie fondé par Jacques Roumain avait sauvé des flammes d'importantes collections et entreprises diverses enquêtes sur des aspects peu connus du vaudou. Le romancier du gouverneur de la Rosée profitera des reconnaissances accumulées par l'homme de terrain. Mais ce n'est pas seulement la manière de l'écrivain qui, dans le gouverneur de la Rosée, est à son zénith. C'est aussi le talent de l'ethnologue qui atteint son acmé. Observation ethnographique et ses réflexions ethnologiques, dans leur substance et sous une forme adéquate, passent dans son roman et la richesse de cette manière qui en fait un admirable document sociologique. 1942, mars. Jacques Roumain prend une part active à la lutte contre la campagne anti-superstitieuse menée par le clergé catholique, avec l'appui du président Lescaut. En mars, il publie sur les superstitions, plutôt publié en volume sous le titre à propos de la campagne anti-superstitieuse, et réplique au révérend Père Fosset, suivi en juin par réplique finale au R.P. Fosset. On voulut salir l'Église, le clergé d'Haïti. Cette attaque partie d'un ennemi acharné de l'Église et du Jésus-Christ, d'un homme professant ouvertement un communisme athée. Il s'agit de M. Jacques Roumain et de son opuscule à propos de la campagne anti-superstitieuse qui obtint une grande vogue et qui fait un mal considérable. 24 septembre. Le Nouvelliste annonce la nomination de Jacques Roumain comme chargé d'affaires d'Haïti à Mexico. Le directeur du bureau d'information à la presse est Mme Raoul Rousier. Madame Raoul ont offert hier soir à leur résistance de l'Avenue du Travail une très belle réception à l'honneur de notre collaborateur Jacques Roumain, nommé chargé d'affaires au Mexique. Après avoir remercié M. Raoul Rousier, Jacques Roumain rendit hommage à la politique résolument antifasciste du président Avila Camacho. Jacques Roumain avait déclaré en 1933 « Je ne serai plus jamais fonctionnaire d'aucun gouvernement. Je ne suis pas un arriviste. » Journal Haïti 9 novembre. Il est possible qu'il ait néanmoins été forcé d'accepter cette nomination, peut-être exilé, doré, imposé par un pouvoir soupçonneux. Ou encore Roumain a pu estimer que son devoir était de collaborer avec un gouvernement qui, quoique autoritaire, avait pris parti contre les puissances de l'Axe. J'ai accepté de ce poste comme un grand sacrifice, un service à rendre à la cause de mon pays. Le passage à La Havane en allant rejoindre son poste, Jacques Roumain est interviewé par le quotidien Hoy. Arrivé à son poste le 28 octobre, il s'installe dans le quartier de Coyahuacan. Il participe à la fondation de l'Institut international d'études afro-américaines et travaille à gouverneur de la Rosée. 28 octobre. Formation de la Société haïtiano-cubaine de relations culturelles. Novembre. Il installe la légation de 204 Luz Savignon. 1943, 1er et 2 août. Le matin annonce le retour au Port-au-Prince de Madame Roumain, mère et de son fils Michel, qui avec Nicole s'était rendu à Mexico au chevet de Jacques, tombé gravement malade. Jacques Roumain est maintenant en pleine convalescence. Madame Roumain est restée auprès de son mari. Ils rentreront bientôt en Haïti, où Jacques Roumain acheva de rétablir complètement sa santé. 16 août. Jacques Roumain et Nicole débarquent à Port-au-Prince. Il passera environ un mois pour se remettre de sa grave maladie. 22-23 août. Le matin annonce « Nous avons eu le grand plaisir de recevoir à nos bureaux la visite de M. Jacques Roumain qui passera un mois parmi nous, complètement remis de la grave maladie qui avait mis ses jours en danger et inquiété de ses nombreux amis. » 23 septembre. Le même journal annonce que Jacques Roumain présida la délégation haïtienne au Congrès démographique international qui s'ouvrira à Mexico le 11 octobre. 2 octobre. Accompagné de sa femme, Jacques Roumain prend l'avion à la Paname pour regagner son poste à Mexico. 7 juillet. Roumain termine et date de Mexico, gouverneur de la Rosée. 24 juillet. Roumain écrit à Nicolas Guillen qu'il pense arriver à La Havane le 3 août et y rester une journée. Où Jacques Roumain et sa femme reviennent en Haïti après une brève escale à La Havane où Jacques reçoit Nicole Guillen. Samedi 18 août. Mort de Jacques Roumain à 10h du matin par empoisonnement selon certains, de paludisme selon d'autres, ou encore d'ulcère du duodénum ou d'anémie pernicieuse. Il est enterré sous une pluie diluvienne. Son médecin m'a affirmé que Roumain est mort d'une cirrhose au foie.
Manuel, gouverneur de la Rosée, est mort sous le couteau d'un frère de classe. Jacques Roumain n'a pas été assassiné, mais c'est tout comme s'il avait vécu. Ses frères de cause ont été dispersés, embastillés, portés disparus. Un immense silence est tombé sur la terre de Manuel. Décembre, parution posthume de Gouverneur de la Rosée. Son livre est digne du terme chef-d'œuvre. Il le mérite non seulement par l'importance du sujet, mais encore par la beauté de sa langue, par l'habileté de son métier, par ce sens merveilleux du tragique simple, qui çà et là éclate en scènes inoubliables qui resteront parmi les plus belles de notre littérature. Lisez ce livre comme un livre haïtien. Sachez ouvrir les yeux, les oreilles, apprêtez-vous à rire, et qui sait peut-être à pleurer. 1945. Publication posthume du recueil de poèmes Bois d'ébène. 1964. Publication aux éditions Progrès à Moscou des œuvres choisies de Jacques Roumain avec une préface de Jacques-Stéphane Alexis qui avait évoqué Roumain dans son roman Compère Général Soleil 1955. Donc tout ça, c'est la vie de Jacques Roumain. Il a une vie très, très, très chargée. Donc maintenant, il ne me reste plus que vous expliquer les termes du lexique. Abobo, cri de jubilation. Acajou, arbre d'Amérique à bois rougeâtre, très dur. Agave, plante décorative aux feuilles vastes et charnues dont le sucre donne une boisson fermentée. Ago, attention. Ajoupa, case en bois et en chaume, petite cabane. Amarré, piégé. Arbre à pain, Artocarpus altisis, proche du châtaignier des Antilles, cet arbre donne un gros fruit jaune à chair blanche, consommé comme légume généralement après une cuisson à l'eau salée. Asogoé, rite qui met fin à une cérémonie en l'honneur de l'Egba. Asson, symbole du pouvoir des prêtres dans les cérémonies vaudou, représenté généralement par un hochet constitué d'une petite calebasse. Assorossi. Assorossi mamordica curcubitacea ou Sorossi charentea, plante populaire en Haïti qui entre dans la préparation des remèdes. Au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme. Avalas, déluge de pluie, désigne également un mouvement violent de nature politique ou naturelle. En créole, on dit l'avalas au lieu de avalas. Avocati, arbre dont le fruit est l'avocat. Bon, je suis quand même pas cave. Bélier, donné. Baranque, falaise. Bataille, camp de travail dans lequel vivent les coupeurs de canne haïtiens et en République dominicaine dans des conditions proches de l'esclavage. Batouel, battoir, palette de bois utilisée dans les lavandières pour abattre le linge quand on le lave. Il sert d'assouplisseur. Bauger, bauge, gîte boueux du port. Bayaonde, sorte d'acacia à odeur fade et tenace aux épines longues et dures comme des aiguilles d'acier qui poussent dans les zones arides. Bêtisier, dire, faire des bêtises. Bois chandelle, allume-feu. Boissonnier, qui aime la boisson, l'alcool en général, on dit en créole tafiateur. Bois trompette, tige cylindrique dans laquelle on peut souffler. Boucan, grand feu de bois ou de paille. Boulasse, tambour. Brune du soir, crépuscule. Cabesse, caboche. Cabri, chèvre naine à poil ras, en général en créole on dit cabrite. Cabrouet, chariot à deux roues tiré par des bœufs. Cacos, mouvement des Cacos, vers 1912, des centaines de paysans du Nord s'insurgent contre le pouvoir central à Port-au-Prince, réclamant plus de justice sociale. Ils constituent une véritable force de résistance durant les premières années de l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934. Assimilés à des bandits, ils sont anéantis par les forces de l'occupation. Les leaders du mouvement, Charlemagne Péralte, Benoît Batraville, sont lâchement assassinés. Calebasse, fruit non comestible du calbessier, récipient qu'on observe après avoir vidé le fruit. Calbassier, arbre dont le fruit est la calebasse. Campêche ou campéchier, arbre tropical. Canne à sucre, plante tropicale haute de 3 à 4 mètres, cultivée pour le sucre extrait de sa tige. Campon, peureux. Caraban, piège. Caraco, blouse de femme, droite et assez ample. Carolu, ancienne monnaie espagnole en or qui avait couru à Saint-Dominique. Les carolus et les doublons formaient tout ou une partie des prétendus trésors enfouis dans de grandes genres de grès par les colons fugitifs. Carreau, le carreau de terre est de 14 arpents carrés. Case, voire ajoupa. Habitation traditionnelle des partisans antillais, généralement construite en planche avec un toit de roseaux et de canne. Cassave, galette de manioc. Causer, conversation. Chabrac, housse. Chandelier, cactus, généralement on dit candélabre. Chita, asseoir. Chou caraïbe, plante dont la racine féculente est fort appréciée. Clairin, rhum blanc, alcool de canne à sucre. Commère, ami, camarade. Compère, ami, camarade. C'est la même chose, mais au masculin.
Contraraison, contrarié. Kumbit, travail agricole collectif. Créole. Le mot créole désigne la langue créole, mais l'adjectif désigne plutôt tout ce qui est né dans les colonies, par exemple plantes créoles, cochons créoles, chansons créoles. Le mot créole est donc synonyme d'indigène. Déparler, délire, délirer. Dérespecter, manquer de respect. Don, donne, de l'espagnol. Grand propriétaire terrien, on dit généralement en créole grand donne. Drette, droit. À l'emporte-bouche, se dit d'un plat très épicé. Enfoudroyer, terrasser, accabler. Aller perlin, avec un piège, une trappe. Espérer, attendre. Fils ou fille. Figuier maudit. Variété de figuier des Antilles appelé figuier maudit parce qu'il a tendance à parasiter son entourage et à étouffer tout ce qui est dans son voisinage. Flamboyant, grand arbre tropical à fleurs rouges. Gaguerre, arène où ont lieu les combats de coqs. Gaule, un gros zizi. Mais aussi cueillir, longue perche. Gommier, arbre au bois plutôt blanc dont le tronc évidé sert à construire des embarcations légères. Se gourmer, se battre. Graffinier, égratigner. Grand goût, fin. Griot, viande de porc en morceaux marinés et frites. Allier, groupe de buissons serrés et touffus. Herbe de Guinée, plante parasite des champs de canne. Ougan, prêtre dans le culte vaudou. Unsi, initié du vaudou, servante du Ungan. Igname, plante tropicale vivace et grimpante à gros tubercules farineux et comestibles. Indigoterie, manufacture d'indigo. Indigoterie, insolencité, insolence, une jeunesse prostituée. Jouquet, juché. Coquelot, nom rituel du coq sacrifié. Latanier, plante dont les feuilles servent à fabriquer des chapeaux, des balais, des éventails. Loa, dieu du panthéon vaudou. Loup-garou dans la mythologie haïtienne, personne investie de pouvoirs maléfiques. Mabouya, lézard. Macacri, singerie, bêtise. Machette, grand coutelas. Macoute, grand sac en fibres végétales qu'utilisent généralement les paysans. Mandras, tissu de coton coloré et carotté que portent souvent les Antillaises à la taille ou qu'on noue sur la tête. Malanga, tubercule comestible qui pousse dans les marécages. Malédictionné, sur qui pèse une malédiction. Mango, mangue. Manguier, arbre tropical dont le fruit est la mangue. Non mais ça va me prendre pour un con, hein. Marigot, mort. Trou d'eau, marigot, mort. Trou d'eau. Maringouin, moustique. Marron, nègre, fugitif qui échappait à l'horreur de l'esclavage et qui se réfugiait dans les mornes, mi-temps, milieu, Montbain, grand arbre à petites fleurs réunies en grappes, morne, colline, nago, danse rituelle du vaudou qui transmet la puissance aux combattants. La danse nago aurait influencé la vaillance et la force aux esclaves d'Haïti dans leur lutte de libération qui a débouché sur l'indépendance du pays en 1904. Natif natal originaire du pays, Palma Christi, nom donné au ricin à cause de la forme de ses feuilles. Palmiste, variété de palmier. Pintelé, tache de blanc. Père Savane, amateur sans formation imitant les religieux, il fait office de prêtre dans les campagnes. Petit mille, millet. Petite, fils ou fille, petit ou petite. Plaçage, placé. Vivre en concubinage. Platon, pas le mec qui a écrit le banquet. Terrain plat sur une élévation. Pois Congo, petit haricot vert commercialisé sous le nom de pois pigeon. Pour sûr, assurément. Pou debout, termite. Prolétaire, propreté, nettoyer. Ramier, gros pigeon sauvage qui niche dans les arbres. Salvation, salut. Sans honte, sans gêne. On dit sans honte, sans sentiment pour désigner une personne vile. Sermenté, prêter serment. Simidor, conteur populaire qui officie généralement dans les veillées. Soulaison, soulerie. Tafia, synonyme de clairin. Eau de vie faite à base de canne à sucre. Tamarinier, grand arbre à fleurs en grappe dont le fruit est le tamarin. Télégueule, rumeur publique, mode de propagation rapide de nouvelles de bouche en bouche, de bouche à oreille. Tant longtemps, jadis. EVV, dessin tracé sur le sol par le Ungan avec de la farine et représentant un loa. L'ouvrage Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain est le 4e titre de la collection Legba. Il est composé en Adobe Garamond Procorp. On a fini le roman, là, pour de vrai. Donc, juste avant de finir, je vais dire que la prochaine vidéo, je sais pas si ça va être encore de la lecture. Est-ce que ça va être mon prochain roman, L'Amant, je ne me souviens plus de l'auteur, ou est-ce que ça va être quelque chose d'autre? Mais je pense que là, mes prochaines vidéos, ça va être des top 10 pour que vous appreniez à mieux connaître. Donc, mes films préférés, mes animés préférés, mes jeux vidéo préférés, voilà. Et si je dois donner un avis sur le livre, j'avoue que j'ai bien aimé le fait que ça soit un peu en français et en créole.
L'histoire est quand même plutôt simple à comprendre. Il faut juste être ouvert d'esprit à la culture haïtienne. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé. Fait que je vous conseille de le lire ou, ou faire ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire faire le livre audio. En même temps, j'ai fait ça pour aider les gens parce qu'il n'existait pas de livre audio complet de ce roman-là. Donc, si je donnerais une note à ce roman-là, je dirais un 75 sur 100. Un 75%. Voilà, donc, c'est pas mauvais. C'est très intéressant. C'est pas le roman le plus passionnant que j'ai jamais lu. Mais j'ai apprécié à sa juste valeur. C'était intéressant. Plus, j'avais jamais lu des trucs haïtiens. Fait que j'ai pu m'ouvrir à une culture dont je ne connais pas grand-chose à part Gotou sans fond et Andoué moi manger d'Éric à Candré. Hein? Je connais juste des trucs un peu racistes de même. Fait que bon. Bon, ben, je pense que c'est fini. Donc, à bientôt. La prochaine vidéo, enfin, les prochaines vidéos, 2, 3, 4 prochaines vidéos, ça va probablement être des top 10 pour que vous soyez plus familier avec moi. Donc, à bientôt.